Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où il pourrait être protégé par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise.
Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul, en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais, moi non plus, je ne suis pas emballé. Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles ? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation ? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi ? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la 2e planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre ? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages ? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique.
Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi ? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu ? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là. Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté.
Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles ? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre ? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra. Ah, la Terre, le troisième rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques.
Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes,
qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait, peut-être qu'un jour les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante? Surprise, surprise! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'H et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens? C'est juste un rocher très froid.
À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Mais qu'en est-il des volcans? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons, en raison du volume de... oui, de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois
et sur l'autre 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Un fait amusant, tout cela pourrait réellement se produire dans l'avenir. Tout d'abord, la croûte terrestre s'amincit progressivement. Moi, j'aime plutôt les croûtes fines, mais seulement sur mes pizzas. Donc un jour, l'eau pourrait vraiment inonder toute notre Terre. D'autre part, dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à se dilater et à se transformer en géant rouge, tous les océans de notre planète seront totalement desséchés. Bon, on respire à fond et on se secoue. On arrête avec ce scénario. Pourquoi s'inquiéter de choses si lointaines alors que je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille aujourd'hui? Voilà un problème beaucoup plus pressant. Vénus et la Terre sont si différentes qu'une question aussi absurde que « qu'est-ce qui est le plus long ? Un jour ou une année ?» laquelle n'aurait aucun sens sur Terre, prend tout son sens sur notre voisine. En effet, un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Pour mettre cela en perspective, un jour vénusien équivaut à 243 jours terrestres, tandis qu'une année vénusienne ne dure que 225 jours terrestres. C'est comme si vous fêtiez votre anniversaire chaque jour. Vénus est souvent surnommée la jumelle maléfique de la Terre. Leurs différences sont si frappantes qu'on pourrait croire qu'elles proviennent de galaxies totalement différentes. Pour vous donner une idée de leur divergence, si le rapport jour-année ne suffisait pas, le Soleil se lève à l'ouest sur Vénus et se couche à l'est. L'une des rares similitudes entre ces deux planètes est leur taille. Pourtant, il fut un temps où Vénus et la Terre étaient nattes comme cul et chemise. Les meilleurs amis qui soient depuis les débuts du système solaire. Vénus était autrefois le centre de toutes les attentions. Les scientifiques de la NASA pensent qu'elle aurait pu abriter un océan d'eau liquide et des températures de surface propices à la vie pendant jusqu'à 2 milliards d'années. Mais la Vénus actuelle est tout autre, avec ses températures extrêmes et une atmosphère dense en dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce relooking cosmique? La taille, l'emplacement et l'attitude. Autrement dit, la distance par rapport au Soleil et la chaleur interne de la planète, qui ont joué un rôle crucial dans les destins de Vénus et de la Terre. À propos, il fut un temps où 3 planètes pouvaient potentiellement abriter la vie. Vénus, la Terre et Mars. Imaginez 3 gâteaux dans un four. Une fois cuits, il serait temps de les sortir. L'un aura été placé devant une fenêtre ouverte en plein hiver, un autre posé soigneusement sur une table et recouvert d'un joli torchon propre, et le dernier aura tout simplement été oublié dans le four. Mars, la Terre et Vénus sont comme ces 3 gâteaux. Mars est devenue trop froide et inhospitalière. La Terre est restée agréable et tempérée, bien protégée de la plupart des désagréments, tout comme le gâteau chanceux protégé par son torchon. Et Vénus est devenue brûlante et proprement immangeable. En termes de développement, la Terre a suivi une voie lente et régulière, préservant ses océans, son atmosphère stable et sa biodiversité. Vénus, en revanche, a accru sa température, vu s'évaporer ses océans, et n'a pas lésiné sur les gaz à effet de serre. En conséquence, nous avons une planète où vous fondrez plus vite qu'un bonhomme de neige au mois de juillet. Mars, au contraire, vous transformerait en glaçon en quelques secondes. Toutefois, il se pourrait qu'elle ait été assez accueillante. Certains scientifiques pensent que Mars était autrefois couverte de rivières et de lacs en abondance, et qu'elle ne manquait certainement pas d'eau. Même aujourd'hui, Mars possède encore les vestiges d'un océan baptisé Oceanus Borealis. Cet océan a perdu presque toute son eau au fil du temps. Désormais, les sources d'eau martiennes comprennent les calottes glaciaires des pôles et les minéraux présents dans la roche. Selon les estimations, seul 1% de toute cette eau s'est évaporée, tandis que 99% seraient toujours prisonniers de la planète rouge. Les calottes polaires de glace sont faciles à appréhender puisque nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches contenant de l'eau? C'est simple. Il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars. Il y a des argiles hydriques composées de silicium et d'oxygène, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent également contenir du magnésium et du fer, lesquels se déclinent sous la forme de sulfate hydraté. Ne soyez pas dégoûtés si l'on vous apprend que tout cela dégage une forte odeur d'œuf pourri, mais c'est typique du sulfure d'hydrogène et pas seulement du soufre. Ces minéraux intègrent l'eau directement dans leur formule chimique. On trouve aussi la silice hydratée, dont la formule contient également de l'eau. Les scientifiques ont expérimenté la culture de plantes dans des conditions similaires à celles de Mars et ont obtenu quelques succès avec la luzerne. La culture de la luzerne a également aidé à accélérer la croissance d'autres plantes, comme les navets et la laitue. Bien que de l'eau puisse être disponible sur la planète rouge,
L'air sur Mars est principalement composé de dioxyde de carbone. Cependant, l'expérience d'utilisation in situ des ressources en oxygène de Mars, ou simplement MOXIE, peut produire de l'oxygène sur Mars, ce qui pourrait être crucial pour les missions futures. Concernant les sources d'énergie martiennes, les énergies solaires, éoliennes et géothermiques figurent parmi les plus prometteuses. L'énergie solaire est moins efficace sur Mars en raison d'une lumière plus faible et de fréquentes tempêtes de sable, mais les énergies éoliennes et géothermiques pourraient servir d'alternative. Avec ces ressources à disposition, les humains pourraient potentiellement prospérer sur Mars. Mais revenons à la comparaison de nos planètes sœurs. Tandis que Mars et la Terre possèdent des lunes, Mars en ayant même 2, Vénus n'en a aucune, tout comme Mercure. En raison de sa proximité avec le Soleil et de la forte attraction gravitationnelle de notre étoile, Mercure ne peut pas retenir de satellite. La probabilité qu'une lune orbitant autour de Mercure entre en collision avec la planète ou soit attirée dans l'orbite du Soleil serait plus qu'élevée. Tout cela semble assez évident. Toutefois, l'absence de lune autour de Vénus demeure une énigme irrésolue. Malgré les températures extrêmement élevées de Vénus, les scientifiques pensent que même aujourd'hui, elle pourrait ne pas être aussi hostile à la vie que nous le pensions auparavant. Une récente étude du MIT a découvert 19 acides aminés qui ont survécu un mois entier dans une solution comparable à ce que l'on trouve sur Vénus. Et oui, certains aiment quand c'est épicé. En outre, Rocket Lab et l'Institut de technologie du Massachusetts s'associent pour envoyer un engin spatial non habité, le Venus Life Finder, en mission d'exploration. Cet appareil recherchera des signes de vie dans l'atmosphère vénusienne à l'aide d'un instrument spécial appelé néphélomètre à autofluorescence. Et non, on n'invente rien. Initialement prévue pour un lancement en 2023, la mission a été reportée à décembre 2024, avec une arrivée dans l'orbite de Vénus prévue pour mai 2025. L'objectif de la mission est de découvrir des composés organiques dans l'atmosphère de la planète, ce qui pourrait indiquer l'existence de conditions habitables dans sa couche nuageuse. L'engin spatial est équipé d'un étage de croisière baptisé Photon Explorer et d'une sonde atmosphérique compacte dotée du néphélomètre. La sonde descendra à travers l'atmosphère vénusienne, collectant des données sur les particules nuageuses et les composés organiques. En 2020, des scientifiques ont annoncé la découverte de phosphine sur Vénus, un composé potentiellement lié à la vie. Ils travaillent encore à confirmer cette découverte, en utilisant des données provenant de télescopes ou même de missions antérieures. Il se pourrait que des preuves soient cachées dans les anciennes données reçues de Vénus par la NASA, lesquelles pourraient apporter plus de clarté sur cette découverte. La possible présence de phosphine sur Vénus a éveillé à la fois enthousiasme et prudence parmi les scientifiques. Pour confirmer cette hypothèse, davantage de données issues de télescopes ou de nouvelles missions spatiales sont nécessaires. Si ce gaz est effectivement détecté, cela pourrait indiquer l'existence d'une forme de vie produisant de la phosphine dans les nuages de Vénus, marquant ainsi un grand pas vers une meilleure compréhension de la planète. Certains experts estiment que l'envoi de sondes vers Vénus pour détecter directement la phosphine serait la méthode la plus fiable pour confirmer sa présence. Il se pourrait même qu'une mission de la NASA des années 80 ait déjà détecté cette phosphine, mais que cette découverte soit passée inaperçue à l'époque. Aujourd'hui, les données sont réévaluées pour identifier toute preuve négligée de la présence de ce gaz. Cela pourrait également indiquer que la phosphine est présente dans l'atmosphère de Vénus depuis des décennies, soulevant des questions sur son origine. Cependant, cette interprétation ne fait pas l'unanimité, et un débat s'est engagé parmi les scientifiques sur la nature réelle des gaz détectés. Les anciennes données provenant d'autres missions pourraient également receler des indices de la présence de phosphine sur Vénus. Tandis que de nouveaux engins spatiaux s'apprêtent à explorer la planète, la clé pour résoudre ce mystère pourrait bien se trouver dans des archives vieilles de plusieurs décennies. À ce jour, 46 missions spatiales ont été envoyées vers Vénus, certaines profitant de l'assistance gravitationnelle de la planète lors de son survol. La dernière fois qu'un engin spatial a réussi à atterrir sur Vénus remonte à juin 1985, lors de la mission Vega 2. À présent, nous n'avons plus qu'à attendre de voir quelle découverte nous réserve Venus Life Finder. Se pourrait-il que l'univers entier ne soit rien de plus qu'un simple atome? Lorsque vous regardez un schéma d'un atome, qui est un élément de base de toute matière, vous pouvez voir que certains motifs de l'univers se répètent. Notre système solaire en est un excellent exemple. Il y a une étoile centrale géante et quelques petites planètes qui gravitent autour d'elle.
Vous observez la même disposition à l'extérieur de notre galaxie également, avec des exoplanètes en orbite autour de leurs étoiles. Et vous pouvez également témoigner de ce principe à une plus petite échelle. C'est la façon dont des particules appelées protons et neutrons se déplacent autour du centre d'un atome, que l'on appelle le noyau. Alors, imaginez que vous avez une pile d'aimants positifs que vous essayez d'empiler ensemble. Ils continuent à se repousser, n'est-ce pas? C'est ce qui est supposé se passer avec les protons dans un atome. Ils sont tous chargés positivement, donc ils devraient se repousser mutuellement et s'éparpiller dans toutes les directions. Mais les atomes existent, donc il doit y avoir quelque chose qui les maintient ensemble. Et cette chose est appelée l'interaction forte ou la force forte. Le noyau représente moins de 0,01% du volume de l'ensemble de l'atome, mais il représente généralement plus de 99,9% de la masse de l'atome. Encore une fois, similaire à notre Soleil. De toute façon, cette interaction forte est comme un type spécial de colle qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau d'un atome. De manière similaire, la gravité nous empêche de nous envoler du sol vers l'obscurité de l'espace. Maintenant, cette colle provient de très petites particules à l'intérieur des protons et des neutrons appelés quarks. Ces petits gars ont une sorte de charge étrange appelée couleur. Ce n'est pas comme les couleurs que nous voyons autour de nous. Cela fonctionne comme un code qui aide les quarks à rester ensemble à l'intérieur de leurs particules hôtes. Et ce code s'infiltre également et aide à maintenir les protons et les neutrons ensemble dans le noyau. D'une certaine manière, les quarks sont comme de petits bâtisseurs qui travaillent ensemble pour construire des atomes qui composent tout ce qui nous entoure. Le Big Bang a été dit être un moment magnifique lorsque nous avons obtenu le temps et l'espace. C'est l'histoire que nous utilisons pour expliquer l'évolution de l'univers. Au début, il n'y avait qu'une très petite boule de matière de la taille d'une pêche, mais avec une température de plus d'1 quadrillion de degrés. Aïe, c'est chaud. Et ce bang, dans le nom, ne signifie pas qu'il y a réellement eu une explosion dans l'espace. Cette pêche a commencé à se répandre, et l'espace apparaissait partout. Cela a donné naissance aux atomes, aux molécules, aux étoiles, et à de nombreux corps célestes qui ont rempli l'espace vide de notre cosmos. Essentiellement, tous les éléments qui nous constituent se sont formés en quelques minutes au premier stade de l'univers. Disons à peu près 1/100 de milliardième de trillionième de seconde. Oh, attendez. Donnez-moi une seconde pour traiter cela 3 ans plus tard. Très bien, poursuivons. La croissance à cette époque était incroyable. L'univers s'est répandu de manière exponentielle et a réussi à doubler de taille au moins 90 fois. Comme moi pendant les vacances. Haha, j'adore le chocolat. Après le Big Bang, l'univers était une soupe chaude et dense de particules. Trop chaude pour que les atomes existent. Mais 380 000 ans plus tard, il s'est suffisamment refroidi pour que les électrons puissent se mélanger au noyau et former des atomes. C'est un processus que nous appelons recombinaison, et c'est ce qui a rendu l'univers transparent. Pensez-y comme si vous allumiez un interrupteur. Soudainement, vous pouvez tout voir. Mais ce n'est pas parce que l'univers est devenu transparent qu'il était lumineux. C'était une période sombre, car il n'y avait pas encore d'étoiles ni de galaxies, comme une grande toile vide attendant que quelque chose y soit peint. Ce n'est que beaucoup plus tard, alors que l'univers continuait d'évoluer, que les étoiles et d'autres objets lumineux ont commencé à se former et à éclairer l'obscurité. Et il a continué d'évoluer, se remplissant de planètes, d'astéroïdes, de galaxies et d'autres choses. D'accord, donc c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis quelques décennies. Et je dois admettre qu'elle est plutôt bonne. Les scientifiques l'ont étudiée en détail. Ils ont observé le rayonnement électromagnétique résiduel de l'univers jeune. Ils ont mesuré la présence des éléments les plus légers pour se rendre compte qu'ils correspondent tous à l'histoire du Big Bang. Les nouvelles théories ne disent pas que le Big Bang n'a pas eu lieu. C'est une bonne représentation du cosmos à ses débuts. Mais c'est comme un puzzle inachevé avec des pièces importantes manquantes. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé avant le Big Bang en utilisant notre physique actuelle. Nous avons donc besoin de nouvelles mathématiques pour expliquer les parties délicates, comme la soi-disant singularité. C'est le point de densité infini, vous vous souvenez, depuis le début du Big Bang. Et c'est là que la théorie des cordes entre en jeu, comme une boîte à outils surpuissante capable de gérer la gravité et toutes les autres forces combinées. Maintenant, l'une des idées que la théorie des cordes nous a apportées est l'univers ekpyrotique. Imaginez un grand feu qui en déclenche un autre, et ce feu en déclenche un autre, et ainsi de suite. Eh bien, dans ce scénario, le Big Bang n'était pas le commencement de tout, c'était juste une partie d'un processus plus vaste. C'est l'idée de l'univers cyclique, des montagnes russes interminables, avec des Big Bang comme début et des Big Crunch comme fin,
se produisant encore et encore, potentiellement pour toujours. C'est comme si l'univers appuyait constamment sur le bouton de réinitialisation, et le fait d'une manière vraiment amusante. Nous pourrions considérer cette singularité, selon certaines théories, comme une seule particule dans un système beaucoup plus grand, tout comme un atome est composé de particules subatomiques. Et en prenant tout cela en compte, l'idée dit que chaque noyau d'un atome pourrait contenir un univers en lui. Ainsi, notre univers tout entier n'est qu'une infime partie d'un atome dans un univers beaucoup plus grand fait d'atomes avec plus de cosmos, avec plus d'atomes, avec plus de cosmos. Tellement déroutant. Les premières versions de l'idée de l'univers cyclique avaient encore un gros problème. Elles ne correspondaient pas à nos observations du fond diffus cosmologique, une lumière fossile qui montre à quoi ressemblait l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans. Ainsi, en mars 2020, deux physiciens canadiens, Robert Brandenberger, Ziwei Wang, ont publié une étude qui révélait les mathématiques derrière l'univers cyclique que nous avions manqué auparavant. Si nous nous concentrons sur le moment où l'univers se rétrécit en un point incroyablement petit, puis rebondit à un état de Big Bang, nous pourrions finalement être en mesure de faire correspondre nos observations. Il nous suffit d'attendre encore de nouvelles expériences pour tester pleinement cette idée. L'époque grand unifiée. C'est ainsi que nous appelons l'époque où l'univers était encore jeune. À cette époque, la matière et l'antimatière, qui sont comme des images miroirs l'une de l'autre, existaient en quantité approximativement égale. Mais puisqu'elles sont des forces opposées, lorsqu'elles entrent en contact l'une avec l'autre, elles se détruisent dans une puissante explosion, comme des feux d'artifice. Cela signifie que même si la matière et l'antimatière étaient constamment créées et détruites, d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours un peu plus de matière que d'antimatière, ce qui est une bonne chose, car sinon nous ne resterions avec rien. Avec le temps, les particules ont commencé à s'assembler et à former des choses plus complexes comme des atomes et des molécules. Et finalement, des étoiles se sont formées et ont créé des éléments encore plus lourds. Mais un jour, dans très très longtemps, toutes ces étoiles s'éteindront. Quand la dernière étoile refroidira lentement et s'éteindra, l'univers se transformera en un vide sombre, sans vie, lumière, ou quoi que ce soit que nous connaissons ou supposons exister. À un moment donné, des trous noirs voraces dévoreront toute la matière dans l'espace. Finalement, même ces trous noirs s'évaporeront en la plus infime quantité de lumière. Notre cosmos continuera de s'étendre. La lumière se dispersera et sera incapable d'interagir avec quoi que ce soit. Ainsi, toute activité dans l'univers s'arrêtera. L'espace deviendra un immense vide, sans étoiles, planètes, ni quoi que ce soit d'autre, et s'arrêtera là. Ou commencera juste, et peut-être que c'est là que nous nous retrouverons. Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs de Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition.
Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil.
La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure.